Ok, bonsoir à tous. Il est 20 heures à Jérusalem, 19 heures à Paris. C'est le moment de venir à votre rencontre, un hebdomadaire quasiment très régulière. Je vous ai maintenant les 85 rencontres. Et nous avons, je vais le dire, si nous avons dit que nous allons essayer de coller à l'actualité le possible en parlant des faits du calendrier juif, du calendrier israélien, de l'actualité des élections. Nous avons ce soir le plaisir, et je dis un plaisir tout particulier parce que c'est une personne que j'apprécie particulièrement, qui nous fait l'honneur de répondre à nos invitations, de recevoir le journaliste Mathias Imbar. Quelque part, je voudrais dire, lui donner un compliment. Moi, j'ai été jeune, élevé avec des journalistes comme, au moins jeune, avec Ronen Bergman, avec Ethan Haber, avec Miki Barzohar, des journalistes qui étaient, j'allais dire, tout à fait au cœur de l'actualité israélienne, de l'actualité, j'allais dire, un petit peu chaude d'Israël. Mathias nous a fait un grand scoop il y a quelques semaines avec une interview exclusive du Premier ministre. Je pense que ça prouve à quel point Mathias a des bonnes sources d'informations. Nous avons décidé de traiter ce soir avec lui un sujet qui ne peut pas être plus d'actualité. Il l'est tout le temps, mais il est encore un peu plus derniers jours avec l'actualité que vous avez suivie, que ce soit dans les airs, dans les mers et dans les terres. Il pourra mais la relation Israël-Iran, pour le moment, est une relation assez violente, particulière. Il y a un nouveau gouvernement aux États-Unis. Nous avons essayé de comprendre un petit peu, je vais dire, les nouveaux enjeux de cette relation et de cette confrontation, quelque part, sur laquelle Benjamin Netanyahu, toujours Premier ministre, a mis sa priorité absolue. Voilà, donc on va écouter, j'allais dire, religieusement un petit peu ces informations, ces sources. Il a l'honneur de nous faire partager une partie importante de ses connaissances. Tout ne pourrait pas être dit ce soir. Vous pourrez toujours, en tout cas, essayer de poser des questions en fin de présentation. Voilà, et je remercie Yasmine qui est toujours, j'allais dire, à la pointe de l'organisation en se tournant le plus possible, le plus rapidement possible vers nos amis présents qui nous font l'honneur d'être avec nous, Aftali de l'Organisation mondiale et moi-même qui vous souhaitons une bonne soirée. La parole à Mathias sur, j'allais dire quelque part, Israël, l'Iran, vers où allons-nous? Merci beaucoup, Avi. Merci beaucoup des compliments, hein. En tout cas, me comparer à Ethan Haber et Ronen Bergman, c'est pour moi bien commencer la soirée, sachant que ces deux journalistes eh bien, sont considérés comme les meilleurs dans le domaine de la sécurité, des renseignements et du militaire. Je remercie d'abord et surtout Yasmine, sans qui cette conférence ne pourrait avoir lieu. Alors, j'aimerais commencer d'abord. Je sais que le thème de la soirée, c'était Israël-Iran, la guerre de l'ombre. Mais l'actualité est ce qu'elle est, que l'actualité d'hier, dont nous parlions avec Yasmine pour dessiner les contours de cette conférence, n'est pas l'actualité d'aujourd'hui. Effectivement, hier soir, on a été réveillé à 1h40 du matin en Israël, heure locale, par le tir d'un missile. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que ce missile a été tiré depuis la Syrie et justement, selon des rapports étrangers, selon la formule consacrée, Israël était en train de frapper des armes iraniennes lorsque les Syriens ont envoyé un missile SA-5 selon la formule consacrée par l'OTAN, S-200 selon les Russes. Je pourrais tout à l'heure vous montrer, si vous voulez, zoomer des détails de ce missile qui a explosé en plein dans les airs au-dessus de la centrale de Dimona. Mais c'est intéressant parce que là, hier soir, ce n'est pas la première fois, bien évidemment, que les Syriens, eh bien, à partir du moment où ils voient les avions de chasse israéliens, frappent, envoient des missiles antimissiles. Sauf que là, eh bien, non seulement les Syriens ont raté leur cible, c'est-à-dire l'avion de chasse israélien, mais surtout ce missile a parcouru ces 300 kilomètres sans à aucun moment qu'Israël ne puisse intercepter le projectile. Et ça, le ministre de la Défense aujourd'hui, Benny Gantz, l'a reconnu, c'est un échec, c'est une faille. Parce que, imaginez-vous, c'est un calcul tout simple, un calcul topographique. Ce missile, ce fameux missile, donc capable de parcourir 300 kilomètres, est chargé de 200 kilos d'explosifs dans son ogive et capable de monter jusqu'à 40 000 pieds. Donc ce n'est pas le dôme de fer qui aurait pu intercepter ce missile, mais imaginez que ce missile soit tiré non pas
du plateau du Golan syrien, mais véritablement depuis Damas. Faites le compte, vous enlevez 80 km à Dimona et vous arrivez à Tel Aviv. Vous imaginez, ce soir, je n'aurais même pas pu tenir cette conférence si un tel missile chargé de 200 kg d'explosifs s'était abattu en plein cœur de Tel Aviv. Voilà pourquoi, aujourd'hui, ce soir, on s'interroge très rapidement du côté de l'establishment et de l'appareil militaire israélien pour savoir comment, eh bien, soit le Patriote, soit la Fronde de David, pour des raisons de sécurité, je ne pourrais pas dire quel a été le missile intercepteur qui est parti depuis le centre du pays pour justement intercepter ce missile syrien, mais c'est un échec. Et donc ce soir, on se pose des questions parce que du côté d'Israël, parce que les Syriens ont envoyé un message clair à Israël. Nous sommes bien là, même si effectivement ce n'est pas un S-300 comme on aurait pu l'imaginer qui est parti dans les airs, c'est-à-dire un missile ultra moderne. Mais pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça rejoint le thème de la conférence ce soir? Parce que du côté de l'Iran, eh bien, on se réjouit. Parce que du côté de l'Iran, on estime que la grande puissance telle qu'on nous la vend du côté de l'état-major israélien eh bien, a été mise en défaut. Et ça, c'est très grave parce que, vous le savez bien, malheureusement, on le sait, l'enveloppe hermétique, la protection hermétique de la défense antiaérienne israélienne n'est pas véritablement, n'est pas à 100%. Ça, c'est impossible. Personne au monde ne pourrait se doter d'une parabole hermétique à 100%. Mais à partir du moment où les Iraniens, cette nuit, et d'ailleurs le chef de l'armée de l'air des gardiens de la Révolution l'a fait remarquer, à partir du moment où un missile passe au travers sur plus de 300 km, et eh bien, les Iraniens se disent pourquoi pas, eh bien, demain, ça sera peut-être les rebelles Houthis du Yémen qui pourraient viser par exemple le sud de la mer Rouge. Ça pourrait être également le Hezbollah qui se dote également de missiles de précision. Donc tout cela fait qu'on est en pleine guerre de l'ombre. On teste le degré de capacité, le degré de réactivité et le degré d'opération de part et d'autre. Alors là, une fois qu'on a présenté donc l'actualité de ces 24 dernières heures, ce qui est intéressant de voir, vous avez cité Avi Ronen Bergman. Ronen Bergman, il est au cœur d'une polémique, d'une grave polémique en Israël. Pourquoi? Parce que c'est un journaliste donc sécuritaire du Yediot Aharonot qui écrit également pour le New York Times. Il est très proche des milieux des renseignements. Cela fait 40 ans qu'il écrit. Et il est très proche également d'un certain YC. Je n'ai pas besoin vous avez bien compris de qui il s'agit, de Yossi Cohen, du chef du Mossad. Et selon eh bien, le papier publié par le New York Times, ça serait une source israélienne qui aurait donc parlé à Ronen Bergman, qui aurait lui écrit dans le New York Times, selon lequel eh bien, c'est Israël qui a non seulement frappé un bateau espion iranien, mais qui quelques jours plus tard aurait déclenché un explosif placé dans les sous-sols de la centrale nucléaire de Natanz quelques années plus tôt. Alors pourquoi c'est problématique? On peut s'enorgueillir, on peut dire voilà, c'est le Mossad, parfait, c'est encore une fois un succès opérationnel. Oui, mais une fois qu'on l'a dit, pourquoi Israël endosserait la responsabilité d'un tel acte? Ça, on touche au plus près ce que l'on appelle en Israël la politique d'ambiguïté. Il n'existe quasiment dans aucun autre pays. Lorsque les États-Unis frappent, par exemple en Afghanistan, ou eh bien, vont éliminer Oussama Ben Laden, ou vont éliminer Abu Bakr al-Baghdadi, le chef de Daesh, ou dernièrement Qassem Soleimani, eh bien, les Américains le revendiquent. Lorsque la France frappe également en Afghanistan ou au Sahel, eh bien, la France le revendique. Or, en Israël, depuis des années, depuis plusieurs décennies, on ne revendique pas toujours, tout simplement parce qu'il y a toujours cette force de dissuasion qui dit à l'ennemi, je ne sais pas si c'est moi, mais en tout cas, si c'est moi, si je suis capable de le faire une fois, je suis capable de le faire deux fois. Et donc, c'est un problème, parce que si, effectivement, du côté israélien, on a décidé de changer cette stratégie… Il n'y a pas une deuxième option, Mathias? Alors justement, j'allais y venir. Il n'y a pas une deuxième option qui serait une fuite? D'accord. Voilà, c'est-à-dire que soit Israël a décidé clairement de rompre avec cette politique d'ambiguïté. C'est tout à fait louable, mais à partir du moment où
Israël a rompu avec cette politique d'ambiguïté. Il faut être clair et il faut afficher cette stratégie. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Si ce n'est pas une fuite, quel est, et donc je réponds à votre question, Avi, quel est l'intérêt des Iraniens de dire, par exemple, dans les conduits de la centrale électrique, de la centrale nucléaire de Natanz, pourquoi il y a eu une explosion? Alors certes, vous allez me dire, tout se sait aujourd'hui sur la toile. Sauf que les Iraniens auraient pu étouffer l'affaire pendant quelques jours et dire on a eu une panne. Donc quel est l'intérêt? Parce que j'entends aussi du côté de certains experts dire que ce sont les Iraniens qui ont vendu la mèche au New York Times et qui donc auraient pu éventuellement faire penser que ce sont les Iraniens qui voulaient faire savoir, en pleine négociation sur le nucléaire iranien, que c'est Israël qui les avait frappés. Troisième option, là je réponds clairement à votre question à vie, les Américains. Peut-être les Américains qui ont décidé de fuiter l'accord sécuritaire et des discussions sécuritaires qu'ils avaient eues quelques heures plus tôt avec Israël. C'est tout à fait normal. Israël dit, si, bien évidemment, c'est Jérusalem et le Mossad qui a opéré à Natanz, eh bien, Israël, et de manière habituelle, prévient les États-Unis. Les États-Unis sont au courant, le Pentagone est au courant, la CIA est au courant, et c'est peut-être aussi une volonté des Américains exactement sur le même modèle des deux administrations Obama. Pendant les deux administrations Obama, de 2008 à 2012, 2012 à 2016, à chaque fois qu'il y avait une opération israélienne dite sensible, eh bien, il y avait des fuites dans la presse américaine et tout de suite, eh bien, des généraux américains ou le porte-parole du Pentagone disaient ce n'est pas nous. Et donc, par effet domino, à vie pour répondre à votre question, il n'y a pas 36 puissances qui sont capables d'agir en Iran ou de frapper un bateau espion au large de la mer d'Érythrée. Ça se compte sur les doigts de la main. Il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a la Russie, bien évidemment, il y a les États-Unis et il y a Israël. Alors, la France et l'Angleterre, on sait, ne sont pas favorables forcément à un retour en l'état d'un rapport, d'un retour sur l'accord nucléaire signé en 2015. On se souvient, Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères, avec une position plus ferme que ses homologues. L'Angleterre de Boris Johnson ne souhaite pas non plus un retour immédiat à l'accord nucléaire. Ensuite, il y a la Russie, hors de question. On voit mal la Russie aujourd'hui, même s'il y a des discordances dans la stratégie mise en place en Syrie, et la Russie demande à l'Iran d'être moins présent sur le terrain en Syrie, il est impossible qu'aujourd'hui le Kremlin puisse frapper la centrale de Natanz. Donc, qui reste finalement, les Américains ou Israël? Lorsqu'on s'aperçoit que la veille, eh bien, Hassan Rouhani, tout fièrement, annonce la mise en place, la mise en activité de nouvelles centrifugeuses de dernière génération, RN6, qui sont formellement interdites par l'accord de 2015. Vous allez me répondre aussi, s'il n'y a plus d'accord, si les Américains n'y sont plus tenus, pourquoi les Iraniens seraient obligés de respecter l'accord? Oui, sauf qu'en lançant les RN6, en annonçant eh bien, la production d'uranium enrichi à 60%, clairement, c'est un message envoyé au monde selon lequel l'Iran se dirige clairement et sûrement vers la bombe nucléaire. Parce que, tout simplement, aujourd'hui, une puissance pour du nucléaire civil, il faut enrichir de l'uranium à 20%. À partir du moment où vous dépassez ces 20%, eh bien, vous allez tout droit vers le nucléaire militaire. Donc, la veille, samedi, on s'en souvient, il y a 2 semaines de cela, Hassan Rouhani, devant la télévision, annonce donc la mise en activité de ces centrifugeuses RN6, voire RN9, de toute dernière génération. Quelques heures plus tard, il y a une explosion qui met à mal cette centrale nucléaire de Natanz, qui l'a fait reculer de plusieurs mois, certains disent, voire plusieurs années. Et donc, c'est un message envoyé par une grande puissance et occidentale, alors, je vous l'annonce, même si Avi disait que j'ai des informations dont je ne peux pas parler, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. En revanche, en termes d'analyse, et on peut se dire effectivement qu'Israël a tout intérêt à faire reculer le programme nucléaire iranien. Pourquoi on parle de guerre de l'ombre et pas de guerre tout court? J'entends ici et là certains commentaires
de dire mais pourquoi Israël ou les États-Unis ne pilonnent pas tout simplement les centrales nucléaires iraniennes? Si c'était si simple, eh bien on l'aurait fait. Oui, les États-Unis ont la capacité technique, logistique pour frapper les centrales nucléaires iraniennes. En l'occurrence, les États-Unis possèdent des bunkers boosters, des bombes d'une tonne. Les Israéliens n'en ont pas et pourraient effectivement opérer un boxeur, c'est-à-dire si jamais Israël venait à frapper une centrale ou plusieurs centrales, ça serait par petits coups et non pas une grande bombe d'une tonne bunker booster qui imploserait à l'intérieur des bunkers, mais tout simplement une sorte de boxeur. Pour les plus anciens, et tout le monde se souvient d'un certain Mohamed Ali qui frappait tout le temps au même point. Et c'est pour ça que l'ennemi, à un moment, sur le ring, tombait. Donc c'est exactement la même stratégie envisagée à l'époque par l'armée de l'air israélienne pour éventuellement frapper les centrales. C'est exactement ce qui a été réalisé en 2007 contre la centrale nucléaire syrienne. Mais lorsque je parlais de guerre de l'ombre et pas de guerre tout court, Israël en frappant la centrale nucléaire syrienne en 2007, Israël en frappant la centrale nucléaire d'Irak en 1981 à Bagdad, on parle d'une seule centrale. Là, aujourd'hui, vous avez la centrale de Qom, la centrale de Natanz, la centrale de Fordo, toutes les mini-centrales qui sont aujourd'hui distillées autour de Bagdad. Vous avez également des bases souterraines de missiles enfouis à plusieurs dizaines de mètres à la frontière entre l'Iran et l'Irak. Donc, vous avez beaucoup de cibles. Cela voudrait dire donc que si jamais l'option militaire était décidée par Israël, il faudrait quasiment ça serait quasiment une guerre totale, parce qu'il faudrait non seulement frapper tous les sites en même temps pour ne pas avoir de réplique, et surtout, il faudrait pour les Israéliens, puisqu'il n'y a pas de bombes, bunker booster ou d'avions de ravitaillement qui ont certes été rachetés par les Israéliens, mais qui ne sont pas encore opérationnels, il faudrait partir également des bases des Émirats arabes unis. On comprend bien évidemment pourquoi Israël a signé ces accords d'Abraham. On est, depuis les bases des Émirats, à quelques dizaines de kilomètres du territoire iranien. Donc tout cela fait que, effectivement, au niveau technique, l'option est sur la table. En revanche, au niveau opérationnel, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, je reviens à la guerre de l'ombre. Lorsque, souvenez-vous, un bateau espion iranien est frappé, non pas coulé, mais frappé, au large de l'Érythrée. Israël possède aujourd'hui, selon mes propres sources, une base du Mossad à 3000 mètres en Érythrée. Alors vous allez me dire pourquoi en Érythrée, pourquoi le Mossad a besoin d'une base du Mossad en Érythrée, en Afrique? Tout simplement parce que vous connaissez l'expression Big Brother is watching you, c'est-à-dire la centrale aux grandes oreilles. À partir du moment où vous avez une base du Mossad en Érythrée, l'Érythrée, ça borde la mer Rouge. Donc vous avez une base du Mossad à 3000 mètres qui sait écouter exactement tout ce qui se passe du côté de la mer Rouge, du côté du Yémen et donc du côté de l'Iran. Donc pourquoi Israël vient frapper des bateaux, selon des formules consacrées, des bateaux iraniens? Quel est l'intérêt? Pourquoi y a-t-il eu des fuites dans la presse américaine, dans le New York Times, qui imputent donc à Israël la responsabilité d'un tel acte? D'une, pour envoyer un message clair à l'Iran, vous nous frappez des bateaux, on frappe les vôtres. De deux, ce bateau sert les intérêts des gardiens de la Révolution pour permettre aux bateaux chargés de pétrole sous embargo iranien pour aller direction la Syrie et donc monnayer le terrorisme et le transfert d'armes. Et trois, là, on atteint véritablement le cœur de ce que j'annonçais en exclusivité sur i24 News, ce que l'on appelle une alliance de l'OTAN version Proche-Orient. C'est-à-dire qu'on est en train de voir se dessiner aujourd'hui, c'est une question d'ailleurs, Avi disait que j'avais interrogé le Premier ministre, une des questions que je lui ai posées, à laquelle il n'a pas répondu. Pourquoi il n'a pas répondu? Parce que c'est extrêmement sensible. On est là face aujourd'hui à un accord sécuritaire, non seulement entre Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn, mais également l'Arabie saoudite, via les États-Unis. Pourquoi l'Arabie saoudite? L'Arabie saoudite qui en a
pratiquement terminé avec ce double jeu en anglais et en arabe qui soutenait à l'époque les frères musulmans et surtout les djihadistes d'Al-Qaïda et de Ben Laden. Aujourd'hui, Mohammed bin Salman l'a bien compris. Pour ne plus être persona non grata, comme par exemple le Qatar pourrait l'être, il faut aller jouer dans la cour occidentale. Et là, c'est intéressant parce que ce bateau, figurez-vous, que c'est grâce à ce bateau justement que la plupart des attaques menées contre les installations stratégiques saoudiennes, à Aramco, par exemple, sur le port d'Arabie Saoudite, ont été menées par les Yéménites, les rebelles houthis yéménites, grâce à ce bateau espion qui donnait exactement la géolocalisation des points à frapper. Et donc, c'est la quadrature du cercle. À partir du moment où Israël, sans officiellement en avoir endossé la responsabilité, frappe ce bateau espion iranien, eh bien, on envoie un message fort du côté de la révolution en disant on peut vous frapper, mais également on sert les intérêts de qui? De l'Arabie Saoudite. Là, c'est intéressant parce que la guerre de l'ombre, c'est ce que l'on appelle en anglais, du give and take. Je donne pour recevoir. C'est ça l'espionnage. C'est ça la guerre de l'ombre. Je frappe, mais pourquoi? Parce que si, par exemple, lorsque la France reçoit des informations d'Israël parce qu'il y a un attentat en préparation, c'est parce qu'Israël veut en retour aussi, à un moment ou à un autre, que la France donne des informations. C'est exactement la même chose avec l'Arabie Saoudite. Maintenant, une fois qu'on a présenté les derniers événements qui se sont déroulés au cours des dernières semaines, se pose la question d'un propos mis en avant par Amos Yadlin, qui est l'ancien chef des renseignements militaires israéliens, qui fait partie de l'équipe des pilotes qui ont frappé la centrale nucléaire d'Osirak en 1981, l'ancien chef de l'armée de l'air. Donc, on ne peut pas dire que c'est un novice en termes de sécurité. Et il met en garde, certains diront que ce sont des propos politiques à l'encontre de Benjamin Netanyahou parce que Amos Yadlin n'est plus. Il était candidat d'ailleurs sur la liste du Parti travailliste à l'époque. Et donc, Amos Yadlin dit quand même attention à ne pas en faire trop. Et là, on en revient toujours à l'information publiée dans le New York Times. Attention à ne pas titiller les ardeurs des Iraniens parce qu'à un moment, il va avoir une réplique. Parce qu'à un moment, les Iraniens ne vont pas être capables d'avaler la pilule et vont vouloir se venger. Alors oui, il a raison, certes. Mais si on réfléchit comme ça veut dire qu'on ne prend jamais les devants et qu'on reste toujours sur la défensive et que finalement, au lieu de devancer les mots MAUX, eh bien, on est toujours dans la réaction. Au lieu d'être dans la prévention, eh bien, on serait toujours dans la réaction. Et ça, c'est dangereux parce que dans cette guerre que sont en train de se mener Israéliens et Iraniens, les Iraniens ne sont pas décidés à en arrêter là. Quel que soit le coup porté par quelque puissance que ce soit, les Iraniens ne s'arrêteront jamais. Il y a une notion dans les renseignements israéliens, quel que soit le service, que ce soit le Mossad ou les renseignements militaires israéliens, dit Aman. Pour ceux qui parlent hébreu, c'est Agaf à Modin à Israël. La patience iranienne. C'est deux mots. On appelle la patience iranienne. Et pour traduire la patience iranienne, on traduit par l'image d'une famille qui serait en train, imaginez-vous, dans un petit sous-sol de Téhéran, en train de tisser un tapis. Et c'est toute la famille qui serait, avec une aiguille, en train de tisser un tapis. Tant que ce tapis n'est pas terminé, eh bien cette famille ne sort pas du sous-sol. C'est exactement le même principe. Les Iraniens sont patients. Ils réagiront quand ils le souhaiteront. Et la vraie question, monsieur Yadlin, c'est ont-ils les moyens, les Iraniens, aujourd'hui, de réagir? Clairement, oui. Pourquoi ils ne le font pas? C'est la grande question. C'est la vraie question aujourd'hui chez tous les experts militaires israéliens et des renseignements. Pourquoi les Iraniens ne sont pas capables de réagir aux frappes incessantes, soit dont Israël endosse la responsabilité, soit, selon des rapports étrangers, en Syrie. La base T4
iranienne, c'est-à-dire l'arrière-cour iranienne en Syrie, a été frappée une dizaine de fois. La quasi-totalité des transferts d'armes iraniennes vers la Syrie, destination finale, le Hezbollah, ont toutes été, quasiment toutes, été pilonnées. La frontière d'Abu Kamal entre la Syrie et l'Irak, qui donc voudrait pour l'Iran avoir une continuité territoriale, Téhéran, on partirait de Téhéran, on irait sur cette frontière donc irakienne, Irak, Syrie, Syrie, Liban. Vous avez tout un tracé qui permettrait à l'Iran d'avoir une expansion militaire. Cette frontière a été pilonnée des dizaines et des centaines de fois. Quelle a été la réaction des Iraniens, notamment en tirant, c'était un plan à l'époque de Qassem Soleimani, 60 missiles depuis la Syrie. Et là aussi, jusqu'à ce jour, il n'y a aucune explication. C'est comme si vous aviez un champ magnétique qui avait arrêté les missiles, 60 missiles d'une portée de 100 à 200 km, entre 60 et 200 km, qui partent tous en même temps. Aucun d'entre eux ne franchit la frontière israélienne. Aucun. Qassem Soleimani, on connaît la suite, a été éliminé par les Américains. Et depuis, la grande question, c'est est-ce que en frappant et en continuant à frapper les Iraniens, eh bien, est-ce que les Iraniens sont véritablement capables aujourd'hui, techniquement, de réaliser de grandes manœuvres? Quand je parle de grandes manœuvres, c'est-à-dire, je citerai par exemple les grands attentats de la MIA à Buenos Aires en 1994, où il y a plusieurs dizaines de morts contre un centre culturel juif. Je parle de l'attentat de Bourgas, où il y a 6 Israéliens qui décèdent en Bulgarie. Je pense aux techniques du Hezbollah qui déclenchent une guerre ou qui kidnappent 2 soldats. Et ça, on est en pleine, et je reprends le terme, guerre de l'ombre. Pourquoi guerre de l'ombre? Parce qu'il y a l'ombre et il y a la guerre. Et ça, Yossi Cohen, chef du Mossad, l'a bien compris. C'était une stratégie mise en place juste avant par Meir Dagan. À l'époque, le prédécesseur, l'avant-prédécesseur de Yossi Cohen, il y a eu Meir Dagan, Tamir Pardo, Yossi Cohen aujourd'hui à la tête du Mossad. On mène une guerre et la guerre de l'ombre. La guerre, elle se passe également, donc elle se passe à la frontière syro-irakienne, elle se passe en Syrie, beaucoup moins au Liban, et ça reste un vrai problème pour Israël, parce que on se garde aujourd'hui de frapper au Liban. Peut-être que si vous avez le temps, vous pourrez me poser une question. On n'a malheureusement pas trop le temps d'évoquer le sujet, c'est peut-être un peu trop long. Mais il y a l'ombre. Il y a l'ombre. Donc, on a cité le bateau iranien. Il y a la centrale de Natanz. Il y avait ce virus Stuxnet. Et il y a les éliminations des ingénieurs à répétition, notamment Mohsen Fakhrizadeh, vous avez suivi bien évidemment, en plein cœur de Téhéran. C'est fort, c'est très fort, ça implique d'envoyer un coup au moral aux Iraniens. Et lorsque les Iraniens remplacent à chaque fois le chef, je l'avais oublié, l'un des très hauts responsables des gardiens de la Révolution vient de décéder. Il est décédé, selon les gardiens de la Révolution, d'une mort naturelle. C'est un homme qui a connu énormément de campagnes militaires, notamment la guerre Iran-Irak, et qui serait mort d'une mort naturelle, d'une crise cardiaque. Il était responsable, donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais du programme de précision des missiles du Hezbollah. Ça en fait beaucoup quand même du côté de l'Iran. Je m'amusais à dire que trop de café tue. Pour être cynique, c'est difficile à croire quand même que cette mort soit naturelle. Et tout cela fait que les Iraniens se prennent des coups, coup après coup. Et comment ont-ils répondu les Iraniens? Je l'ai dit, en tirant 60 missiles et en tentant, demandant au Hezbollah par exemple de réagir. Jusqu'à présent, le Hezbollah n'a pas eu gain de cause, depuis en tout cas 2015, où ils avaient tué 2 de nos soldats, malheureusement 2 soldats Givati à la frontière sur le plateau du Golan. Après, justement, encore une opération israélienne qui avait éliminé le fils d'Imad Mournier, Djihad Mournier,
l'ancien chef d'état-major du Hezbollah, qui en 2015 prévoyait d'installer des forces iraniennes et du Hezbollah en Syrie et d'ouvrir un deuxième front. Donc, depuis 2015, le Hezbollah tente et le Hezbollah n'a rien touché. En l'occurrence, souvenez-vous, cette fameuse tromperie, je pense que Avi s'en souvient parfaitement bien, c'était la première fois qu'en Israël, on voyait en direct une opération de tromperie de l'ennemi. Même Hassan Nasrallah n'avait pas compris. C'est-à-dire qu'on avait déguisé un faux blessé, une poupée, on lui avait mis des grades de général et on lui avait mis du sang et on l'avait transféré en hélicoptère depuis le nord du pays vers l'un des hôpitaux au nord. Tout cela filmé, bien évidemment, par le service du porte-parole de l'armée israélienne. Et à l'époque, Hassan Nasrallah avait bien dû constater les dégâts. Il s'était fait complètement tromper. Et donc, jusqu'à présent, c'est la vraie question. Quand va intervenir pour donc répondre à la question d'Amos Yadlin, l'ancien chef des renseignements, quand les Iraniens vont être capables de frapper et frapper sévèrement? Parce que ce soit les Iraniens, que ce soit les rebelles Houthis ou que ce soit le Hezbollah, les coups vont faire mal. J'entends très souvent, en France notamment, ou des esprits bien pensants qui disent ah, le Hezbollah, Israël est capable de les mettre à genoux en quelques jours. Je vous l'assure que le jour où le Hezbollah décidera d'appuyer sur le bouton avec plus de 150 missiles positionnés en direction d'Israël, le Hezbollah fera mal. Oui, le Liban pourra revenir à l'âge de pierre. Parce qu'à partir du moment où Israël, c'est pour ça qu'Israël s'entraîne, d'ailleurs, au moins dans quelques jours, nous sommes donc le 22 avril, au mois de mai commence un mois, ce qu'on appelle le mois de guerre en Israël. Pendant un mois, toutes les opérations commando et toute l'armée, tous les corps de air, mer, terre, cyber et les renseignements vont s'entraîner pendant un mois sur un modèle de guerre et dans le sud et surtout dans le nord. Donc, bien évidemment, Israël s'entraîne, Israël est capable de frapper, Israël est capable de faire mal le Liban et donc le Hezbollah, mais à partir du moment où le Hezbollah appuiera sur le bouton, ça risque de faire mal. Donc, l'idée aujourd'hui, et je terminerai pour vous laisser vos questions, je ne sais pas combien de temps, si Avi peut me dire combien de temps on a au niveau des questions, mais aujourd'hui, il faut le savoir. Annihiler le programme nucléaire iranien est aujourd'hui impossible. Parce que cela voudrait dire donc pilonner, et je reprends le début de ma conférence, ça voudrait dire pilonner et en même temps plusieurs centrales nucléaires. Il faudrait pour cela une entente entre Américains, Israéliens et Émiratis, voire Saoudiens. Sauf que jusqu'à présent, les Américains ont toujours refusé. On se souvient très bien des va-et-vient d'Ehud Barak, alors ministre de la Défense, qui joue un double jeu. Il était envoyé par Benjamin Netanyahu à l'époque pour avoir l'accord des Américains pour frapper les centrales nucléaires iraniennes. Ehud Barak partait avec une mission en faveur du Premier ministre. Il arrivait sur la table de ses homologues, notamment Donald Rumsfeld aux États-Unis, ou Bill Gates plus exactement. Et il leur disait, ce n'est pas le moment. Et les Américains, à aucun moment, n'ont donné leur blanc-seing. Barack Obama, c'est pareil pendant ses 2 mandats. Un certain Joe Biden est depuis à la tête de la Maison-Blanche, qui était vice-président américain à l'époque, et lui non plus ne veut pas d'une opération militaire israélienne. Donc, quelles sont les options? Les options, c'est continuer à frapper à chaque fois qu'il y a des transferts d'armes iraniennes en Syrie et mener des opérations, dans le jargon des renseignements, des opérations clandestines. Quand va être la réaction iranienne? Je répondrai tout simplement à la question que c'est véritablement pas l'intérêt d'Israël de répondre à cette question. Tant qu'il y a un risque, Israël opérera. Tant que la ligne rouge est franchie, Israël opérera. Tant qu'il y a un risque, une fraction de risque que l'Iran s'approche trop près de la bombe nucléaire, Israël opérera, simplement. C'est exactement la stratégie aujourd'hui de Benjamin Netanyahu. Et clairement, on l'a entendu, comment peut-on accuser un Premier ministre de se servir de la situation politique de son pays alors qu'il a
dans ses mains la gestion sécuritaire d'un pays. Non, Benyamin Netanyahou ne s'est pas servi de la crise politique en Israël pour frapper des cibles iraniennes. Tout simplement parce que Israël est une démocratie et Israël, surtout, a des généraux, un chef du Mossad, un chef du Shabak, un chef des renseignements militaires, un ministre de la Défense qui n'est pas d'ailleurs du même bord politique que Benyamin Netanyahou. Donc, jusqu'à présent, Israël n'est pas une dictature, n'est pas la Corée du Nord. Et donc, Benyamin Netanyahou n'est pas le seul décisionnaire. La guerre de l'ombre, jusqu'à quand? Bien tout simplement, sans aucun jeu de mots, jusqu'à ce que, eh bien, on trouve la lumière au bout du tunnel dans lequel sont positionnés la plupart des missiles de l'Iran. Bon, on peut dire que tu as levé une partie de l'ombre, mais que tu as laissé aussi un peu dans la pénombre, parce que effectivement, ce n'est pas un sujet qui est simple. Tu as répondu à une partie des questions posées. Il y a un mot que je n'ai pas entendu, mais j'avais des problèmes de réception là où je me trouve. La Russie a-t-elle encore un rôle? Si oui, lequel? Ça me paraît, je sais que c'est un élément fondamental, mais aujourd'hui, est-ce qu'il évolue ce rôle? Il est primordial. Il est primordial, le rôle de la Russie. Il est primordial d'abord pour l'entente aérienne entre Israël et la Russie. Israël a besoin de la Russie pour ne pas, lorsque Israël mène des raids en Syrie, ne pas causer des attaques qui seraient malencontreuses contre des soldats russes qui sont au sol, mais également pour éviter qu'il y ait le même incident qu'il y a eu il y a plus d'un an de cela, où la défense antiaérienne syrienne avait tiré dans tous les sens et avait abattu un avion militaire russe. Donc, de ce côté-là, Israël a besoin de la Russie. La Russie a d'ailleurs besoin aussi d'Israël, parce que c'est un chat qui se mord la queue à vie. À partir du moment où les Russes ont besoin des Iraniens pour faire le sale boulot au sol, pour frapper Daesh. Mais en même temps, tant qu'il est à les Iraniens, Israël frappe. Et tant qu'Israël frappe, les oligarques russes ne peuvent pas reconstruire la Syrie. Parce que, force est de constater que Bachar al-Assad ne gère plus rien dans son pays. Donc, c'est la quadrature du cercle. Comment voulez-vous régler une situation où chaque pion entraîne un autre? Mais on comprend pourquoi il y a une relation claire, nette et précise, je ne dirais pas d'amitié, mais par intérêt entre Benyamin Netanyahou et Vladimir Poutine. Je suis témoin de plusieurs rencontres entre les deux hommes. J'étais à 2 reprises au Kremlin et à Sochi lorsque Benyamin Netanyahou a rencontré Vladimir Poutine. Les deux hommes se respectent, les deux hommes s'apprécient et il y a une véritable entente au niveau de la stature des deux hommes. Donc, c'est intéressant pour les deux hommes de se servir les intérêts des deux puissances. La Russie, pourquoi elle est importante aussi? Parce que aujourd'hui, alors je peux développer des heures à vie, mais sans rentrer trop dans les détails. Aujourd'hui, Joe Biden déteste Recep Il Tayyip l'a dit. Erdogan Il a dit. Ah oui, je parlais et aussi du Vladimir président Poutine. Poutine. Et Vladimir Poutine. Il le déteste, tout simplement parce que Vladimir Poutine est toujours au pouvoir pendant que Barack Obama l'était. Il a tenu tête à Barack Obama, exactement comme un certain Benyamin Netanyahou qui a tenu tête à Barack Obama. J'étais au Congrès lorsqu'il a été ovationné par 90% des sénateurs et des hommes du Congrès aux États-Unis, ce qu'elle n'a jamais reçu comme ovation président américain. Donc, ça ne plaît pas du côté de l'administration américaine. Donc, non seulement Joe Biden n'aime pas Vladimir Poutine, mais il n'aime pas Recep Tayyip Erdogan. Et là, on comprend pourquoi la Russie est importante dans la région, même si la Russie joue un double jeu, voire un triple jeu, c'est que Recep Tayyip Erdogan, grâce à la Russie, est en train de se rapprocher d'Israël. La semaine prochaine, il va avoir ce qui n'était plus arrivé depuis la prise de contrôle du Mevi Marmara, souvenez-vous, lorsque les commandos marins avaient pris d'assaut un bateau turc. Aucun ministre israélien ne s'était rendu à l'invitation des Turcs en Turquie pour gérer la question des tensions. D'autant plus le ministre de l'Énergie. Le ministre de l'Énergie, Yuval Steinitz, tu es bien informé. Et donc, lorsque il y a un entraînement aérien en Grèce où des chasseurs français, autrichiens, grecs, émiratis et israéliens s'entraînent
lorsqu'il y a une entente israélo-gréco-chypriote contre la Turquie, on comprend que tout est en train de se redessiner. La carte de la région de la Méditerranée et du Proche-Orient est en train clairement de se redessiner. Voilà pourquoi, souvent d'ailleurs, les experts israéliens disent de Joe Biden que, de la montre en tout cas de Joe Biden, s'est arrêtée en 2015. Il n'a pas compris véritablement depuis que le Proche et Moyen-Orient et que cette région du sud de la Méditerranée a évolué. Et la Russie, si la Russie courtise les Iraniens d'un côté, mais permettre à Israël de frapper en Syrie, de se rapprocher de la Turquie et maintenir la pression sur les proxys des Iraniens, eh bien, c'est tout bénéfique pour Israël. Attention toutefois au retour du boomerang. Malheureusement, on l'a vu avec la défaite de Donald Trump. Les Israéliens s'étaient rapprochés nettement de l'administration américaine, comme jamais. Aujourd'hui, on voit la très grande différence. Donc, attention toutefois à être mesuré du côté d'Israël vis-à-vis de ses partenaires. Et la grande question, si jamais Benjamin Netanyahu n'est pas en mesure de former sa coalition, si jamais c'est un autre Premier ministre, il va falloir être très attentif aux liens qui vont se nouer dans les prochaines semaines. Est-ce que si c'est Naftali Bennett qui représente le camp de la droite, qui a été ministre de la Défense, est-ce que lui aura les mains… Alors, je sais que je déborde, mais on parle de politique sécuritaire à vie. Naftali Bennett est un homme de droite, mais s'il forme sa coalition avec des partis de gauche, est-ce que ces partis de gauche vont lui laisser la main mise sur la sécurité de la région. Et la main libre, surtout. Et la main libre, plus exactement. La main libre, pardon. Et surtout, si jamais ce n'est pas Naftali Bennett, si c'est Yair Lapid, Yair Lapid n'a eu jamais aucune fonction sécuritaire. Est-ce que lui est capable de tenir tête à Joe Biden, capable de tenir tête à l'administration russe également, à Vladimir Poutine? C'est des questions pour l'instant auxquelles on n'a pas de réponse. J'ai une autre question, on a plusieurs questions, on a encore une petite dizaine de minutes. J'aurais une question pour les gens qui ont vu la série Téhéran et d'autres. On entend un petit peu de réaction en off quand Israël réussit de façon officieuse des opérations en Iran. Est-ce qu'on a une idée de la stabilité du pouvoir en Iran, des mouvements d'opposition? On s'est beaucoup trompé sur la Syrie. Assad a surpris le monde entier avec sa guerre civile, entre guillemets, qui dure depuis de nombreuses années, où il garde, malgré ce que tu as dit, encore la même mise sur son pays, et il est encore là. Est-ce qu'on sait s'il y a une évolution à l'intérieur de l'Iran? Bachar al-Assad est toujours le président de la Syrie, et d'ailleurs son père, Hafez al-Assad, le père de la révolution du parti Ba'ath dans les années 60-70, doit se retourner dans sa tombe, le père de Hafez, parce que Bachar a tout simplement vendu son pays aux puissances étrangères. Et Bachar al-Assad est aujourd'hui le président grâce à l'Iran, grâce à la Russie. Donc Bachar al-Assad est certes toujours le président, il va se présenter contre lui-même aux élections présidentielles. Mais il a présenté sa candidature, oui. Voilà, c'est 14 Bachar al-Assad qui vont se présenter l'un contre l'autre. Pour être plus sérieux, en Iran, il y a deux États. Il y a l'État politique, ou trois États plus exactement. Il y a le guide spirituel, Ali Khamenei, il y a l'État politique, et il y a l'État dans l'État des gardiens de la Révolution. Aujourd'hui, la constitution iranienne interdit aux gardiens de la Révolution de se présenter en politique. Jusqu'à présent, cela n'a jamais été le cas. Ce ne sont uniquement que des politiques qui ont eu le droit de se présenter aux élections présidentielles. Après des mandats de Hassan Rouhani et la fameuse politique du sourire qui a été très controversée parce qu'elle a dupé, les Iraniens sont rusés. Et donc, à partir du moment où ils ont essayé de tromper la communauté internationale avec cet accord de 2015, se pose la question du côté du pouvoir du guide spirituel. Est-ce qu'il faut donner, encore une fois, aux réformateurs, que représente donc le camp de Rouhani, le soin de diriger l'Iran? Est-ce qu'il ne faut pas revenir aux conservateurs, notamment du camp
d'un certain, souvenez-vous, Ahmadinejad, qui avait publiquement appelé à rayer Israël de la carte. Et visiblement, c'est vers le chemin vers lequel l'Iran se dirige. Mais, et il y a un mais, depuis que Qassem Soleimani, qui était l'homme ultra fort de l'Iran, qui était quasiment le président, un deuxième président, un président militaire, a été éliminé, qu'Ismaël Ghani, son remplaçant, n'a absolument pas son aura, que depuis le chef des forces Quds sur la stratégie internationale des gardiens de la Révolution est décédé, celui dont je parlais, qui est mort visiblement de mort naturelle, de crise cardiaque. Lorsque des généraux meurent du Covid, en Iran, on est en train de se poser la question du côté des gardiens de la Révolution, est-ce qu'il ne faut pas prendre le pouvoir? Demander à Ali Khamenei de prendre le pouvoir et d'envoyer un homme, de changer le treillis pour le costume et de présenter un candidat des gardiens de la Révolution. C'est aussi une idée qui se trame. Ça serait une erreur. Selon la plupart des experts militaires, que ce soit israéliens ou occidentaux, ça serait erreur à ne pas commettre. Bien évidemment, bénéfique pour Israël ou l'Occident à terme, tout simplement parce que les militaires ne savent pas gérer un pays. Quel que soit le pays, à partir du moment où un militaire gère un pays, eh bien, un militaire sème le chaos. En l'occurrence, la Corée du Nord. En l'occurrence, à chaque fois que des juntes entament des coups d'État, c'est une catastrophe pour le pays. Donc, ça serait bénéfique, bien évidemment, pour la communauté internationale, mais en revanche, ça serait un chaos pour la population civile iranienne. Aujourd'hui, en Iran, il y a un vrai mouvement de contestation. On témoigne lorsque Mohsen Fakhrizadeh, souvenez-vous, Aviv, je ne sais pas si vous avez suivi à l'époque le scoop, un de mes scoops sur i24 News, où j'avais interviewé un Iranien à Téhéran, qui parlait bien évidemment sous couvert d'anonymat, et qui m'annonçait en perse, bien évidemment, qu'il y a un véritablement vent de panique aujourd'hui dans les gardiens de la Révolution. Ils ne comprennent pas d'où ça vient. Qui est la top? Comment un commando étranger a pu intervenir en plein jour, au mois d'août de l'année dernière, tuer le numéro 2 d'Al-Qaïda. Et là, on voit aussi la connivence entre sunnites et chiites qui se détestent et pourtant qui ont un intérêt commun, frapper Israël. Comment le numéro 2 d'Al-Qaïda a été frappé en plein cœur de Téhéran. Comment Mohsen Fakhrizadeh, le père du nucléaire militaire, a été tué en plein cœur de Téhéran et en plein jour. Comment tous ces hommes-là donc sont éliminés. Et cet homme-là me disait et me montrait à l'appui, pour la première fois depuis des années, on voyait sur le pont, et dans la série Téhéran, que les téléspectateurs vont pouvoir le découvrir sans doute en France prochainement, bien, on voit ce pont. Il y a un pont en plein cœur de Téhéran sur lequel il y avait une Magen David, donc un drapeau israélien, où écrit en perse « Merci le Mossad ». Donc, ça répond à la question. Il y a un mouvement de révolution, enfin un mouvement de contestation. Est-ce que véritablement les Iraniens, parce que cela pourra se réduire uniquement dans le sang? À l'image de ce qui se passe à Gaza, de temps en temps, il y a des mouvements de contestation, mais ils sont immédiatement réprimés dans le sang. Et donc, les Iraniens ont la clé. Il suffirait de mouvements de contestation et de grandes manifestations. La question de savoir véritablement est-ce que les Iraniens sont prêts à payer le prix de cette manifestation. Merci beaucoup. Ma dernière question, vraiment pour terminer, il nous reste quelques minutes, on ne peut pas ne pas l'évoquer. On a parlé de la série Téhéran, on va parler un petit peu sous un ton presque ironique de la série Le Bureau des légendes. Est-ce que la France a un rôle à jouer? Est-ce que la France joue un rôle ou elle est totalement absente de toute cette grande stratégie, nouvelle stratégie du Moyen et du Proche-Orient? Ça serait complètement présomptueux de ma part et de la part des Israéliens de penser que la France n'intervient pas au Moyen-Orient. La France est très présente via des hommes. Il y a aujourd'hui une parfaite même si la coopération entre le Quai d'Orsay et Jérusalem n'est pas bonne, mais en revanche, au niveau des renseignements, il y a une parfaite coopération et collaboration entre le Mossad et la DGSE. Il y a encore une fois des raisons de sécurité. J'ai assisté à plusieurs rencontres ces dernières années, ces derniers mois, dans un endroit en plein cœur d'Israël, de rencontres de délégués de la
DGSE et de délégués du Mossad. Il y a, par exemple, des informations qui sont transmises par le Mossad à la France pour des attentats en préparation. Les hommes du service action de la DGSE sont parfaitement capables aussi d'agir dans certaines zones du Proche-Orient et ils le font. Ils le font. Bien évidemment, ce n'est pas vendeur pour la France. La France ne va pas revendiquer de telle ou telle opération parce que ça serait trop problématique dans sa politique diplomatique cette fois et non pas de l'ombre que d'avouer avoir frappé. Avis, c'est clair, net et précis. À partir du moment où un certain Imad Mournier, qui avait frappé et les Américains contre Beyrouth en 1983 et le Drakkar, les parachutistes, un message à Francis qui nous suit depuis Marseille, que je vois sur le Zoom, qui était lui-même parachutiste. Les parachutistes en ont payé le prix lourd à Beyrouth en 1983. Plus de 200 soldats sont morts. À partir du moment où Imad Mournier a bien été chassé, non seulement par les Français, par les Américains et par les Israéliens, vous le savez qu'en 2007, il a été éliminé en plein cœur de Damas. C'est une opération tripartite, une opération quadripartite où les Français ont joué un rôle. Donc les Français jouent un rôle également dans cette guerre de l'ombre. Ils vont se dissocier de telles ou telles opérations parce qu'encore une fois, ce n'est pas vendeur d'endosser la responsabilité, mais les Français ont tout intérêt aussi à ce que le programme nucléaire iranien ne voit pas le jour et en tout cas que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire. Encore une fois, et je précise, ça c'est une décision qui appartient aux militaires et au monde des renseignements, pas aux politiques. Les politiques, c'est tout un autre domaine dans lequel je ne rentrerai pas. Est-ce que la France a décidé ou pas d'arrêter l'Iran? Ça, il faudrait leur poser la question. D'accord. Excusez-moi, j'ai des problèmes de réception. J'espère que vous m'entendez. Je crois que tu nous as aidé à voir un peu plus clair. On a parlé de l'ombre. C'est vrai que c'est aujourd'hui un maillage qui bouge énormément, qui se resserre, qui se détend, dans lequel il y a différents fils et différentes personnes qui tirent de chaque côté. Et je crois qu'il nous faut de temps en temps une mise à jour pour essayer de suivre, de comprendre un peu. Tu as continué sur cette même image, tu as levé un peu le voile. Et je te remercie. J'espère que nous sommes maintenant un peu plus à même de comprendre et d'interpréter peut-être un peu l'actualité. Et je pense qu'elle va être encore très vive ces prochains jours, puisque l'actualité est vraiment en pleine action en ce moment sur ce sujet de l'Iran, sur ce sujet du nucléaire. Pour lever le voile à vie. Effectivement, en Israël, on est à la veille. Pardon? Pour lever le voile complètement. C'est clair, net et précis pour répondre à votre question. Cette guerre de l'ombre se poursuivra tant qu'il y a une menace sur l'État d'Israël. On pourrait en parler des heures. Tant qu'il y a une menace qui pèse sur Israël, cette guerre de l'ombre se poursuivra, qu'elle soit cybernétique, qu'elle soit spatiale, qu'elle soit militaire ou qu'elle soit des renseignements. À chaque fois que vous entendrez, bien évidemment, je vais finir très rapidement, bien évidemment, à chaque fois qu'il se passe un incident au Proche-Orient, on accuse Israël. Au-delà de l'aspect cliché, à chaque fois qu'il se passe un incident qui peut permettre à Israël de gagner du temps face aux menaces qui pèsent sur sa propre sécurité, bien Israël opérera. Toda, je vous laisse le mot de la fin. Je crois que c'est très clair. Je vous remercie à vous tous. À très bientôt. Shabbat Shalom. On se retrouve dimanche, Yasmine, à midi pour un rendez-vous prosaïque sur 11h, pardon, midi heure israélienne, à 11h heure de Paris. Vous recevrez une invitation probablement dès demain. Shabbat Shalom et merci encore une fois. Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Yasmine, et merci à tout le monde. Bye.